sorcellerie de l'écrivain. Après la saga Grisha et la duologie Six of Crows, je vous propose la duologie suivante que j'ai en grand format parce que je ne suis pas quelqu'un de patient, qui s'appelle King of Scars et Rule... Le règne des loups, c'est bien en français, Rule of Wolves. Oui, c'est ça, Rule of Wolves en anglais. Donc, ce sont deux éditions qui sont, enfin deux livres qui sont édités chez Milan. J'aime beaucoup le dessin de couverture. C'est une illustration de Lee Bardugo. C'est écrit que c'est de Lee Bardugo, je ne savais pas. Eh bien, Madame Bardugo, je ne sais pas comment on le dit en anglais, je suis désolée, vous allez probablement rien comprendre de ce que je vous dis, comme si elle allait voir cette vidéo. Mais elles sont très très belles, ces petites illustrations. Et on est toujours sur de la traduction de Anna Triveline, qui, il me semble, traduit depuis Le Dragon de Glace, donc le deuxième tome de la trilogie Grisha. Alors, on commence par le premier volume, King of Scars, donc le roi des cicatrices. Qui est-ce donc? Le monstre est en moi et je suis le monstre. Soldat, légende, souverain. Nikolai est roi de Ravka. Surnommé l'écorché, Nikolai est un héros de guerre. Charismatique et visionnaire, c'est sur lui que reposent les espoirs de son peuple. Pourtant, le jeune homme cache un terrible secret, une malédiction, une menace pour son pays. Nikolai est un monstre. Combattre ou nourrir ses démons? Nikolai devra trouver la réponse à cette question s'il veut sauver son royaume et son âme. Alors, je trouve le quatrième plutôt efficace et je viens de redécouvrir parce que cette lecture-là remonte à il y a 2 ans environ, donc j'ai pas des souvenirs très précis. Il y a à l'intérieur un petit résumé qui est un peu plus développé. Nikolai, le jeune roi de Ravka, a déjà tout d'un souverain de légende, adulé par son peuple, respecté par la noblesse, il est également craint par ses ennemis. Or, Nikolai cache un terrible secret. Victime d'une malédiction, le monarque se transforme chaque nuit en une créature monstrueuse que seuls quelques Grisha, une caste adepte de la petite science, semblent pouvoir maîtriser. Hélas, les ténèbres qui l'habitent sont de plus en plus fortes et Nikolai craint de devenir un monstre pour toujours. Arrête! Résolu à combattre le mal qui le ronge, il décide de partir en quête de réponses dans un lieu où règne la plus sombre des magies. Je trouve, là il présente les différents romans du Grishaverse, que c'est quand même assez efficace. Mais j'aime bien les poches que j'ai pour la saga Grisha et pour la duologie Six of Crows. Ils sont beaux en fait, hein. Ils sont vachement jolis. Je vous mettrai des couvertures pour les précédentes ailleurs, mais moi j'aime bien celle que j'ai. Donc on est sur un livre de un peu plus de quasiment 500 pages et quelques, qui suit l'histoire du début du règne de Nikolai. Donc ça fait bien suite au Grisha et à Six of Crows. Quelques temps après quand même, on a de nouveau une carte de l'ensemble du monde. Donc à savoir que l'essentiel de l'action se déroule à Ravka, il me semble, et il me semble aussi à Chouan. Je ne suis pas sûre qu'on voit beaucoup Fjerdan, ni Novizem, ni Kersh. Comme je vous le dis, ma lecture remonte. Je surveille le chat. C'est en plusieurs parties et comme souvent, donc là on va être sur un livre comme pour les Six of Crows avec une alternance de points de vue entre plusieurs personnages et comme souvent les premiers points de vue sont de personnes un petit peu de personnages secondaires ou très secondaires qu'on ne va pas forcément revoir après. Je vous dis pas pourquoi. Aussi j'ai menti, pardon, parce que je viens de voir un personnage de point de vue. Il y a pas mal d'actions qui se déroulent à Fjerda. Je ne vous dis pas avec qui. Je vais vous lire un petit bout du premier chapitre.
c'est le point de vue de Dima. Dima entendit avant tout le monde les portes de l'étable se refermer bruyamment. Dans la maison, la cuisine bouillonnait telle une casserole sur un poêle. Avec ses fenêtres barricadées pour résister à la tempête, l'air y était chaud et humide. Les murs tremblaient du chahut causé par la discussion animée de ses frères, tandis que sa mère fredonnait une chanson que Dima ne connaissait pas, tout en battant la mesure avec le pied. Elle recousait la manche déchirée d'une des chemises de son père, son aiguille perçant le tissu à un rythme régulier, un écheveau de laine glissant entre ses doigts. Dima était le dernier de 6 garçons. Le bébé arrivait tard dans la vie de sa mère. Bien après que le médecin, qui passait dans leur village chaque été, lui avait annoncé qu'elle n'aurait plus d'enfants. Une bénédiction inattendue, aimait répéter maman, en tenant son petit dans ses bras et en le cajolant, les autres déjà occupés à leurs tâches quotidiennes. Encore une bouche à nourrir, se moquait Piotr, l'avant-dernier dans la fratrie. Comme Dima était le plus jeune, on le mettait souvent de côté. Il était tenu à l'écart des plaisanteries et des disputes tonitruantes de la maisonnée. C'est pour cette raison qu'en cette nuit d'automne, alors qu'il lavait les casseroles que ses frères lui avaient laissées, il fut le seul à entendre le claquement funeste des portes de l'étable. Dima se mit à récurer avec plus de vigueur, déterminé à s'acquitter de sa tâche et à aller se coucher, avant qu'on pense à l'envoyer dehors dans le noir. Il entendit leur chaîne, Molnia, sur le seuil de la cuisine, réclamer d'entrer pour avoir des caresses s'abriter du vent furieux. Des branches cinglaient les fenêtres. Maman leva la tête, les rides sinistres autour de sa bouche se creusant encore. Elle affichait une mine sévère, comme si elle voulait envoyer le vent au lit sans dîner. Je m'arrête ici. On est encore dans cette duologie, dans l'exploration de l'univers, des règles de la magie qui... C'est pas des changements profonds, on va dire que ce sont des évolutions des règles de la magie. Que je trouve vraiment extraordinaire dans la saga Grisha de manière générale. C'est que dans la trilogie, donc les 3 premiers livres, on apprend que les Grisha en fait pratiquent la petite science, qu'il y a certaines règles, que par exemple un fondeur qui peut vider le sang d'un cœur d'un geste de la main peut également avoir quelques capacités de soigneur parce qu'il appartient à l'ordre des Corporalki, ou Caporalki en français il me semble, donc l'ordre des vivants et des morts. Et inversement, un soigneur peut aussi tuer quelqu'un d'un geste de la main. Mais dans la saga Grisha, on apprend que un fondeur ne peut pas, par exemple, invoquer le vent, parce que ce n'est pas un invocateur. Et on apprend en fait dans la série Six of Crows que ces règles-là tendent à bouger. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas été précises, ce n'est pas parce que l'auteur fait n'importe quoi, parce que c'est pas du tout le cas. C'est que il y a des expérimentations autour de cette magie, autour de la petite science, autour du Merzost, qui font que ces règles bougent. Et déjà, ça a commencé à bouger dans les Six of Crows et dans King of Scars et le règne des loups, je ne vais pas le redire en anglais, ça bouge encore. Et ça vient, pas forcément complexifier, mais ça vient nourrir, et ça vient vraiment nourrir l'univers et le world building. C'est pour ça que moi j'ai très très envie, je pense que je vais, pas ce mois-ci, je pense qu'au mois de janvier, je vais relire tout, et je ferai des vlogs lecture par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'il y a une playlist Grishaverse. Et c'est parce qu'en fait j'écris aussi une fic longue qui est en crossover avec l'univers d'Harry Potter. Ce qui fait que c'est un univers que je chéris profondément. Dans King of Scars, on voit une personne des Crows, il me semble. On peut voir un petit peu... En fait, on peut voir quelques personnages de la trilogie ou de la duologie précédente, donc les Grisha et Six of Crows, un petit peu en personnages secondaires. Sauf qu'il y en a un de
tous ces personnages-là, qui va être un personnage de point de vue. Et franchement, j'ai été vraiment emportée par cette histoire-là, par l'histoire qui se passe à Fjerda, mais également l'histoire qui se passe à Shuan, à Ravka, parce qu'on a un roi qui vient d'être couronné. On a un roi qui vient d'être couronné, quelqu'un qui est reconnu par les soldats, à la fois de la première armée, donc les soldats qui sont pas Grisha, et de la seconde armée. Mais on a un roi qui est jeune et il y a quand même des rumeurs qui circulent sur son compte, à savoir, est-ce bien un vrai Landsov et pas un bâtard? Donc il y a plein de... Libardugo, elle a vraiment réussi à utiliser plein de thématiques différentes et de brasser tout ça dans un univers qui est, je trouve, ultra cohérent. Ça reste après du young adulte, donc même si je trouve que ça devient quand même particulièrement sanglant ici, parce que là c'est la guerre, mais encore plus, et là où en suivant Alina Starkov ou en suivant les Crows qui faisaient un cambriolage à Kerch ou à Fjerda, on n'avait pas la guerre, mais là on l'a, et peut-être plus particulièrement dans le règne des loups d'ailleurs. Et dans cette duologie, on va en apprendre beaucoup plus sur les Grisha et sur des Grisha qui sont légendaires. Je vous en dis pas plus, je vais rester très vague parce que déjà je me souviens plus de tout. Et donc j'ai pas envie de dire de bêtises ni de vous spoiler. Mais on est vraiment... Je trouve que plus ça va au fil des livres et plus on est dans l'exploration de cet univers, dans l'exploration de la magie, dans l'exploration des personnages, parce que là, Nikolai Lantsov, tout roi qu'il est et tout un peu arrogant à se la ramener et compagnie qu'il est, il est maudit. Nikolai, il est maudit. Et on va savoir pourquoi. On va se demander, est-ce qu'il va réussir à se débarrasser de cette malédiction ou est-ce que c'est mort de chez mort? Faut pas que ça se sache. Donc vous voyez, il marche un peu sur des œufs quand même pour un jeune roi qui entame son règne. Je vais vous lire le... Bon, c'est des résumés qui disent quand même pas grand-chose non plus. Là, le deuxième, donc, le règne des loups. On est aussi sur un livre qui est un petit peu plus épais, là. Ouais, quasiment à 600 pages. Si les loups viennent hurler à notre porte, nous les affronterons. Pour l'instant, laissons le renard les combattre seul. Le roi démon. Ravka est encerclé d'ennemis. C'est le cas depuis Grisha. Hein. Et Nikolai a réveillé un fléau ancestral dévorant tout sur son passage. Et si, pour sauver son royaume, le jeune monarque devait faire appel aux ténèbres qui sommeillent en lui? La fille des tempêtes. Zoya Nazialensky, générale de la seconde armée, détient de nouveaux pouvoirs extraordinaires. Seront-ils suffisants pour faire d'elle l'arme dont son pays a désespérément besoin? La reine des sanglots. Sous une fausse identité, Nina s'est infiltrée au plus près du pouvoir ennemi, en plein territoire fjerdan. Les motivations de l'espionne n'iraient-elles pas bien au-delà du simple patriotisme? Un roi, une générale, une espionne, trois destins capables de façonner l'avenir d'un pays ou d'en provoquer la chute. On est toujours sur une illustration de couverture de Libardugo et une traduction de l'anglais de Anna Trivelin. Je ne vais pas vous lire le résumé à l'intérieur parce qu'il va vous spoiler le premier. On a toujours la carte. J'ai l'impression que c'est une carte qui est quand même plus... Elle est plus complète que celle qui est sur le site du Grishaverse. Enfin, pas beaucoup plus. Je vous lis la première page. On est avec le point de vue de la reine Maki. Maki Kirtaban, née des cieux, était issue d'une longue lignée de reines. Toutes des imbéciles, songea-t-elle, son pouce accélérant alors qu'elle relisait l'invitation. Si elles avaient eu un peu plus de jugeote, je n'en serais pas là à présent. Sa voix ne trahissait aucune colère. Le sang ne montait pas à ses joues lisses et délicates. Elle était reine et se comportait comme telle, digne, le dos droit.
Ses doigts ne tremblaient pas, même si tout son corps brûlait de réduire cette missive en cendres. Le roi Nikolai Lantsov, grand-duc d'Udova, et la princesse Eri Kirtaban, fille des cieux, la plus céleste de la lignée des Taban, invitent la reine Maki Kirtaban à célébrer la formidable union qui se tiendra dans la chapelle royale d'Os Alta. Les noces étaient fixées au mois suivant, cela faisait suffisamment de temps à tous pour s'organiser. Mettre dans les malles de la souveraine les robes et les bijoux de circonstance, réunir le cortège d'honneur et préparer le régiment de Tafgarad, l'unité d'élite chargée de protéger la famille de Maki depuis l'intronisation de la première reine Taban. Et cela laissait suffisamment de temps pour faire le voyage par la route ou à bord du nouveau dirigeable luxueux conçu par ses ingénieurs. Et surtout, cela laissait suffisamment de temps à une reine intelligente pour déclencher une guerre. De lire juste le début en fait de l'histoire comme ça, le deuxième tome, on est sur comment éviter la guerre. Donc c'est aussi des alliances politiques. Et on marche clairement sur des œufs. Parce que ce sont des pays qui sont en guerre depuis très longtemps. Ça dure depuis très longtemps. Et il y a plein de morts, etc. Et je trouve que dans cette duologie-là, qui pour moi n'est pas une duologie parce que vu la manière dont ça se termine, ça crie qu'il va y avoir un troisième tome, ou au moins une autre saga. Je ne sais pas ce qu'on a dit l'autrice, je vérifierai sur ses réseaux sociaux et je vous dirai s'il est prévu un troisième tome pour King of Scars ou s'il va y avoir une autre série de livres. Parce que l'histoire n'est pas finie. Mais c'est pas grave, on est là pour ça. Et j'aime beaucoup en fait la manière dont elle touche en fait l'autrice touche aux racines du système magique qu'elle a mis en place. Avec des choses qui, encore une fois, je trouve qu'elle se renouvelle beaucoup en fait dans ce qu'elle écrit. Et il y a des choses qui, encore une fois, viennent enrichir, modifier les connaissances qu'on a et les connaissances, et ce qu'elle a construit au niveau du système de magie. Et ça modifie tout au final. Parce que les Grisha tels qu'ils étaient dans la trilogie Grisha, eh bien c'est terminé. Là, il y a du 2.0 qui est sorti, là, ils ont uploadé, hein. Ils ont monté en level. Là, ça a vraiment changé. Et c'est une super histoire. Et Nikolai, quoi, les filles, allez, c'est Nikolai. Puis il y a Zoya. Alors Zoya, autant, c'est quand même une connasse, hein, Zoya, mais vous allez savoir pourquoi et vous allez l'apprécier. Moi, je l'aime bien. Son côté un peu très franche, zéro filtre, etc. À ne pas vouloir s'impliquer sur le plan émotionnel. J'aime beaucoup ce personnage-là et en fait, depuis le tout début que je le connaissais, le personnage de Zoya, je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Et franchement, je trouve que sans vouloir dévaloriser le genre young adulte, si c'est un genre plus qu'une cible commerciale, entre guillemets, une cible de lectorat, je trouve que c'est vraiment une très 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 bonne série. Et j'ai été ravie de la découvrir. Donc j'espère que je vous ai donné envie de lire la saga Grisha. La prochaine vidéo de présentation des livres sera sur le recueil de contes Le Chant des Ronces, le recueil de nouvelles Le Livre des Saints, donc c'est le livre religieux de Ravka, il me semble, et aussi sur Demon in the Woods, le roman graphique qui concerne un moment de la jeunesse du Darkling, donc quand il était petit, hein, et donc je vous présenterai ça d'ici quelques semaines et après je pense qu'en 2024 j'entamerai une relecture de tout et peut-être essayer de pousser un petit peu une certaine analyse parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sont... C'est un univers qui est hyper riche et franchement plongez-y quoi, plongez-y avec bonheur.
N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou si vous comptez les lire ou au contraire si ça vous dit pas du tout. N'hésitez pas à dire que vous êtes en colère contre Netflix parce que merde. Vous avez vu le message de Libardugo? Ça m'a fait mal au cœur. À tout bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures et rêvez tout plein de Nikolai. Il demande que ça. Salut!